C'est vraiment de mettre les mains directement dans le moteur, on va dire, de l'économie à travers la façon dont on va valoriser les sites de presse par la publicité. Il y a deux choses qui m'intéressent, c'est les revenus publicitaires, donc qui représentent quand même une portion très importante des revenus totaux de cette industrie, et la façon dont ils ont chuté, et en particulier les revenus de la publicité imprimée, et comment la publicité digitale, donc la publicité sur Internet, quoi qu'elle ait pratiquement triplé en 10 ans, n'a absolument pas du tout compensé l'effondrement véritable des revenus de la presse. Le monde de la publicité média, il repose sur un principe fondamental, c'est que le produit publicitaire, ce qu'on vend à des annonceurs, va associer une audience et un environnement. Et la question de l'environnement est centrale parce qu'elle structure toute l'histoire de l'économie des médias. Quand vous appelez Le Monde, vous allez pouvoir vendre une publicité plus chère que si vous appelez Rue 89 ou 20 minutes. Ces dernières années depuis bon, c'est remonté à 10 ans, mais la logique, c'est une extension du domaine de la publicité à la performance au détriment du domaine de la publicité média, qui se trouve être le cœur de l'activité économique des médias de presse et qui se trouve donc fragilisé. La crise de la presse en ligne résulte entre autres d'un affaiblissement de la convention de qualité traditionnelle, la convention liée au modèle d'exposition et de valorisation d'une exposition publicitaire, qui est fragilisée par le développement de modes de commercialisation et l'impérialisme des matrices qui valorisent la convention de performance, en particulier la prégnance et l'impérialisme du clic, du taux de clic et la commercialisation via des ad networks et des ad exchanges. Et aujourd'hui, les acteurs essayent de promouvoir des métriques et des modes de commercialisation alternatifs, valorisant essentiellement le temps d'exposition à la publicité. Voilà, merci. Elle va intervenir aujourd'hui pour prolonger cette réflexion sur la crise de la presse. Je dirais que la presse et les entreprises de presse, elles sont arrivées tout à fait rationnellement parce qu'elles rendent un service énorme qui est celui de réduire l'asymétrie informationnelle. En d'autres termes, je pourrais aller chercher, moi, l'information dont j'ai besoin, mais j'aurais beaucoup de mal à le faire. S'il y a une crise de la presse, elle ne vient pas du côté de la demande. La demande, elle est là, elle est même en croissance. La masse salariale, elle est très élevée dans un journal, c'est normal. C'est une industrie de main-d'œuvre et il faut des journalistes pour produire un journal. Il y en a 36 000 aujourd'hui. 66% d'entre eux travaillent dans la presse écrite avec des revenus moyens que je cite ici. Le pourcentage des pigistes a tendance à être en augmentation. Il y a une raison à ça. Comme il y a une crise du marché du travail aujourd'hui, eh bien, les propriétaires de journaux ont plutôt tendance à embaucher des journalistes, mais en évitant de les faire rentrer dans le droit du travail des journalistes. Éditer un journal papier coûte très cher. Que s'est-il passé dans la tête des propriétaires de journaux? Ils se sont dit, on a un espoir avec le web, on va essayer de doper notre chiffre d'affaires papier avec le chiffre d'affaires web. Mais ça marche mal, comme l'a expliqué Kevin, pour une raison simple, c'est qu'il y a une hyper-concurrence sur les sites médias et non médias. Pour mettre de la publicité sur Internet, il y a tellement de supports que les supports médias sont un petit support parmi tous les autres. En disant que la presse va s'installer sur des produits à haute valeur ajoutée, par exemple les quotidiens, qui pourraient ne pas tous être quotidiens tous les jours, d'ailleurs, on peut imaginer ça. Peut-être 5 jours au lieu de 7, par exemple, ça coûte cher, évidemment, les news magazines. Et puis, une fois que la marque est assise sur ces produits à haute valeur ajoutée, vendre des produits dérivés au grand public avec des déclinaisons en intensité de connaissance, voire même des produits joints, comme des sites immobiliers, comme on le voit déjà dans pas mal de sites de presse. Les journalistes sont assez peu présents dans les réflexions sur l'avenir des médias. On dirait qu'il y a une sorte de cloison de verre entre d'un côté les propriétaires qui imaginent des choses, achètent et vendent, et puis de l'autre côté les journalistes qui observent et sont peut-être un petit peu en distance avec tout ça. Donc comment les faire devenir
acteurs de ce qui n'existe pas forcément encore aujourd'hui et qu'on pourrait, pour imiter un des lieux où Kevin travaille, Orange Lab, appeler peut-être des Media Labs. Voilà, une question que je me pose et que je vous pose. Et dernière diapo, merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? En fait, ma question elle est pour vous deux. Qu'est-ce que vous pensez d'initiatives comme Blendle, l'application qui vient des Pays-Bas ? Tous ces sites qui permettent de faire un tri d'informations qui ne passe pas par un tri fait par un professionnel, c'est-à-dire par le média, ça pose vraiment un vrai problème. On voit que la manière de consommer l'information, et je dis bien le mot consommer, hein, ici c'est vraiment un mot important, on voit que la manière de consommer de l'information est totalement en train de changer. Une partie de l'activité des journalistes, c'est de suivre parfois de manière intuitive, parfois avec des outils comme Twitter, ou parfois avec même des solutions technologiques extrêmement pointues qui permettent de repérer les mots-clés qui émergent, etc., pour aller rapidement reprendre, dupliquer des contenus qui ont été produits de manière coûteuse par certains médias et les démultiplier sur d'autres médias. Du coup, très difficile pour la source initiale ou la source qui a produit le contenu avec la plus forte intensité, on va dire, de travail, d'être rémunéré à sa juste valeur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une partie de la solution à ce problème de monétisation des contenus passe par éventuellement des accords avec des fournisseurs d'accès Internet pour du micro-paiement, de la même manière qu'aujourd'hui on peut avoir accès à un catalogue de films, de séries, etc., etc. Pourquoi ne pas prévoir dans le package, par exemple, avec son fournisseur d'accès, Orange, SFR, peu importe, mais l'abonnement à un média local, un média national, un média magazine. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une piste de réflexion, une voie peut-être vers l'avenir ? Donc probablement on va avoir des gens qui vont nous fournir des box avec 10 chaînes de télé, 3 quotidiens, 4 radios, etc., etc. On voit ça se dessiner. Je pense que ce qui a été intéressant, c'est qu'on a bien vu dans les deux interventions, mais aussi dans les réflexions qu'il y a eu après, que pour répondre à la question qu'ouvrait Dominique Auger dans la fin de son intervention, qu'on a bien une tension à l'heure actuelle entre la volonté parfois d'impliquer les journalistes dans les réflexions sur justement ces questions économiques, ces questions d'avenir sur les médias, mais vous avez aussi très bien montré que malheureusement peut-être, en tout cas on peut le regretter, qu'une partie des solutions et peut-être qu'une partie du salut économique pour les médias et pour les médias numériques se situe soit dans une accélération, comme l'a montré Kevin, de la recherche de la publicité, peut-être même de la publicité native, ou sur des solutions économiques en dehors du journalisme. Et c'est peut-être un début de réponse, c'est ces saluts économiques pour comprendre pourquoi les journalistes ont peut-être parfois des réticences à s'intéresser à ces questions ou à véritablement s'impliquer dedans par rapport aux dirigeants des médias. Voilà, je vous remercie Dominique et Kevin, et je vais juste laisser la parole à Denis pour la suite de cette journée.